Bonjour à toutes et à tous. La troisième édition des lignes directrices de la FMH pour la prise en charge de l'hémophilie a été publiée en août 2020 et contient 340 recommandations pratiques obtenues grâce à un processus consensuel bien défini fondé sur des données probantes. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le chapitre 1, Principe des soins. Les lignes directrices pour la prise en charge de l'hémophilie, publiées pour la première fois en 2005, ont été conçues pour répondre aux pratiques du monde entier. La deuxième édition des lignes directrices, qui a été publiée en 2012, a été très utile pour la communauté, avec des publications contenant plus de 1200 citations, et pour la pratique clinique, avec plus de 1,1 million de téléchargements en 6 langues à travers le monde. Ces chiffres reflètent le fondement de l'élaboration de ces lignes directrices, à savoir que les principes de la prise en charge de l'hémophilie sont les mêmes partout dans le monde, les principales différences n'étant que les niveaux des doses de produits hémostatiques utilisés dans des environnements où les ressources sont abondantes ou limitées. Pour cette troisième édition, non seulement des experts multidisciplinaires ont été inclus en tant que co-auteurs des différentes sections, comme dans les éditions précédentes, mais des patients ou leurs familles ont également participé à ces panels aux côtés des experts. Pour les recommandations à rédiger, des tableaux de données probantes ont été construits avec des données extraites de recherches systématiques dans la bibliographie et dans la littérature disponible, effectuées par des professionnels appliquant une stratégie définie. Ces recommandations ont été finalisées à travers un processus de Delphi. Compte tenu des progrès réalisés dans le domaine depuis la dernière édition, 5 nouvelles sections ont été ajoutées, indiquées ici en bleu, pour souligner l'importance qu'elles revêtent dans la compréhension actuelle des soins et de leurs prestations aux personnes atteintes d'hémophilie. Il s'agit des sections sur les principes de soins, le diagnostic génétique, la prophylaxie, les inhibiteurs et l'évaluation des résultats. Une section entière a également été inclue, expliquant les méthodes utilisées pour créer ces lignes directrices. Cette présentation sera axée sur la section relative aux principes de soins. Le concept était de définir la signification des soins, leur portée, leur organisation et leurs prestations. La première tentative d'une telle définition a été faite par l'EHAD il y a plus de 10 ans, en 2008. 5 ans plus tard, une enquête menée dans 14 pays a montré des variations importantes dans l'application de ces principes et la capacité à les respecter dans le monde réel. Cette enquête a révélé que même dans les environnements socio-économiques d'Europe occidentale, disposant de bonnes ressources, un système d'audit et de surveillance peut s'avérer nécessaire pour garantir que les principes de soins soient respectés. Près de 10 ans plus tard, un document similaire a été rédigé par le groupe Asie-Pacifique qui a emprunté les grands concepts du document européen, mais avec des modifications importantes. Comme le montre cette diapositive, outre la restructuration des principes européens, l'accent est davantage mis sur l'éducation et la formation des professionnels de la santé et le diagnostic de laboratoire, y compris le diagnostic génétique, ainsi que sur la gestion des complications musculo-squelettiques.
Ces éléments sont très pertinents dans un contexte de diversité socio-économique des soins de santé et culturelle beaucoup plus large dans cette région qui représente 55 à 60% de la population mondiale. La section sur les principes des soins dans les lignes directrices de la FMH est une synthèse de ses deux prédécesseurs, mais avec ses propres caractéristiques uniques. Dans l'ensemble, on peut les classer en deux catégories. Celle qui concerne l'organisation des soins, indiquée à gauche en bleu, et celle qui concerne la prestation des soins, à droite en noir. Toutes ces questions seront abordées plus en détail dans la suite de cette présentation. Le premier principe fait référence à la reconnaissance du fait que la prise en charge des personnes atteintes d'hémophilie ne se limite pas aux hématologues et qu'elle nécessite une équipe multidisciplinaire travaillant dans les centres de traitement de l'hémophilie qui doit être mise en réseau pour garantir la prestation de soins complets. Un registre national devrait recueillir les données de toutes les personnes atteintes d'hémophilie afin de garantir un diagnostic correct ainsi qu'une documentation précise du traitement et des résultats. Un système solide d'approvisionnement en produits thérapeutiques adéquats est également essentiel. Tout ceci doit être adapté aux réalités technologiques, socio-économiques et culturelles du pays en question. Un défi fréquent que doivent affronter initialement les autorités et les professionnels de la santé consiste à comprendre le contexte, la signification et la portée d'un centre de traitement de l'hémophilie, c'est-à-dire sa structure et ses fonctions. Pour aider à la planification et à l'établissement de tels centres, la FMH a fourni un modèle de structure en étoile dans lequel les centres de soins complets les plus avancés travailleront avec les centres de traitement de l'hémophilie les plus élémentaires afin de créer un réseau capable de fournir de manière transparente les services requis à toutes les personnes atteintes d'hémophilie. Les services mentionnés dans ce tableau ne sont pas figés, ils doivent être adaptés aux besoins locaux. Le principe suivant fait référence à la création d'un système soigneusement conçu et transparent avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris les représentants des patients, pour l'achat de produits thérapeutiques qui sont essentiels pour fournir des soins efficaces, tout en reconnaissant qu'ils pourraient représenter plus de 90% du coût total des soins. L'objectif devrait être d'obtenir des produits sûrs et efficaces dans le cadre du budget disponible afin de répondre aux différentes exigences des patients. Là encore, il existe des documents de la FMH qui peuvent aider à ce processus. Le maintien d'un approvisionnement et d'une distribution continue de manière à ce que ces produits atteignent toutes les personnes atteintes d'hémophilie dans le pays est un problème crucial. Plus important encore, le processus de planification doit tenir compte du fait que les quantités achetées doivent permettre d'offrir une prophylaxie à toutes les personnes atteintes d'hémophilie, en commençant finalement par les jeunes gens, par les jeunes enfants, car un traitement épisodique ne prévient pas les complications à long terme de l'hémophilie. Le troisième principe fait référence aux services de diagnostic qui sont essentiels pour une identification correcte de l'hémophilie. Cette section comprend à la fois le diagnostic hématologique basé sur le traçage du temps et du facteur, ainsi que les tests d'inhibiteurs, malgré les nombreuses difficultés pour les établir à travers le monde, et le diagnostic génétique utilisant les différentes technologies émergentes pour guider la pratique et le traitement clinique des porteurs et pour le diagnostic prénatal. Cette approche pourrait être particulièrement pertinente dans les pays où les taux de détection sont faibles. Cette diapositive présente des données provenant de la dernière enquête mondiale annuelle de la FMH et montre l'ampleur de la sous-détection de l'hémophilie dans le monde.
Alors que les pays dotés de bons soins de santé universels et de registres de l'hémophilie, comme le Royaume-Uni, la France et le Canada, documentent 100% ou plus, d'autres se situent entre 50 et 60%, comme c'est le cas aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en Australie et en Russie. Environ 15% en Chine et en Inde, et dans d'autres pays à forte population comme le Bangladesh, l'Éthiopie, l'Indonésie, le Pakistan et le Nigeria, entre 5 et 10%. Ces données indiquent que dans ces pays, il sera probablement impossible d'atteindre un taux de détection élevé. Cette diapositive présente des chiffres au niveau mondial et les progrès réalisés au cours de 2 décennies de tentatives de diagnostic. Vous remarquerez qu'après 3 décennies ou plus d'efforts pour améliorer le diagnostic, nous avons avancé de 15% par rapport aux chiffres précédents. La proportion serait encore plus faible si nous prenions en compte l'augmentation de l'incidence et de la prévalence récemment estimée comme indiqué sur la droite. Cela montre bien que les paradigmes actuels pour le diagnostic des troubles de la coagulation ont été extrêmement difficiles à mettre en place à travers le monde entier et que des innovations importantes sont nécessaires pour combler cette lacune majeure. Le quatrième principe concerne la désignation d'une équipe pluridisciplinaire et la formation des participants en vue de sa mise en place. La composition de l'équipe reflète les besoins spécifiques en matière de diagnostic et de traitement des personnes atteintes d'hémophilie. La formation médicale conventionnelle ne permet souvent pas aux professionnels de la santé d'acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires à la prise en charge de l'hémophilie et d'autres troubles héréditaires de la coagulation. Une orientation supplémentaire est donc nécessaire. La FMH dispose d'une gamme de programmes de formation étendue en collaboration avec plusieurs autres organisations internationales, régionales et nationales. Le principe suivant porte sur le fait que les données probantes sur lesquelles reposent la plupart des pratiques en matière d'hémophilie ne sont pas solides et qu'une recherche clinique ciblée est nécessaire pour combler ces lacunes. Certains des domaines qui bénéficieraient particulièrement d'études supplémentaires comprennent l'utilisation optimale des produits d'hémostase, à la fois les concentrés de facteurs de coagulation et les produits alternatifs pour la prophylaxie, ainsi que la prise en charge des complications musculo-squelettiques et les moyens adéquats d'évaluer les résultats à long terme. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Le principe suivant fait référence à l'une des caractéristiques uniques de ces lignes directrices depuis la toute première édition, qui a été d'établir les différents modèles de pratique dans le monde. Il s'agit d'un grand tableau comportant de nombreux chiffres, mais qui est globalement divisé en 2 sections. Les modèles basés sur l'administration de doses plus faibles et ceux basés sur l'administration de doses plus élevées pour les mêmes problèmes hémostatiques. Ces différences résultent principalement de l'accès aux produits et de leur coût, plutôt que de preuves solides dans un sens ou dans l'autre. La pratique a démontré que les doses plus faibles sont également efficaces, mais qu'elles requièrent une surveillance plus étroite en cas d'échec de l'hémostase et que dans certains cas, elles peuvent nécessiter une supplémentation. Atteindre une hémostase efficace pour prévenir les saignements et les complications associées chez toutes les personnes atteintes d'hémophilie devrait être l'objectif commun de ces interventions à travers le monde. Le 7e principe reconnaît la nécessité d'une équipe pluridisciplinaire pour gérer efficacement tous les problèmes auxquels les personnes atteintes d'hémophilie sont traditionnellement confrontées, en mettant particulièrement l'accent sur le diagnostic et sur le système musculo-squelettique, outre le spécialiste de l'hématologie.
Vous remarquerez également l'importance de l'infirmière. L'infirmière est souvent la seule personne de l'équipe qui est à plein temps dans le traitement de l'hémophilie et elle représente le point d'ancrage de tout le service. Les deux questions importantes abordées dans cette section sont liées à la transition des soins entre l'équipe pédiatrique et l'équipe adulte et à l'attention particulière qui doit être accordée à l'autonomisation du patient en fournissant autant de connaissances que possible sur la maladie pour qu'il puisse coopérer avec les professionnels de la santé. Le 8e principe reconnaît l'importance fondamentale d'un traitement régulier de substitution efficace avec des concentrés de facteurs de coagulation afin que les hémophiles puissent fonctionner comme les non-hémophiles. Jusque-là, il y a une dizaine d'années, il était encore très difficile d'y parvenir avec les concentrés de facteurs de coagulation classiques à demi-vie standard. Mais avec l'arrivée des nouveaux produits d'hémostase, y compris les concentrés de facteurs de coagulation à demi-vie prolongée et l'anticorps mimétique du facteur 8 hémicizumab, ainsi que d'autres produits d'hémostase alternatifs qui font l'objet d'essais cliniques avancés, cela devient beaucoup plus envisageable. L'accès à ces produits et leur utilisation optimale est l'aspect le plus important de la prise en charge de l'hémophilie. En fait, le message le plus significatif de ces lignes directrices est que la norme de soins pour tous les patients atteints d'hémophilie sévère est un traitement régulier de substitution ou une prophylaxie avec des concentrés de facteurs de coagulation ou d'autres produits hémostatiques afin de prévenir les saignements, et ce, dès le plus jeune âge. Il est également devenu très clair que le traitement épisodique de saignement ne modifie pas l'histoire naturelle de l'hémophilie et ne doit donc pas être considéré comme une stratégie thérapeutique à long terme. Cette section fournit ensuite les définitions des différentes approches de la prophylaxie commençant avant ou après tout saignement ou toute atteinte articulaire ou musculo-squelettique. Lorsqu'elle est administrée avant une telle lésion, la prophylaxie est définie comme primaire. Elle est cependant efficace, même sous sa forme tertiaire, lorsqu'elle est instaurée après l'apparition de changements musculo-squelettiques significatifs. En fonction de l'accès aux produits et du concept de définition du remplacement adéquat, au moins 3 modèles de pratique ont vu le jour. L'approche à dose élevée ou intermédiaire dans les pays les plus dotés en ressources et l'approche à dose plus faible dans les pays les plus pauvres en ressources, pour remplacer le traitement épisodique. On ne saurait trop insister sur le fait que l'objectif global de toute prophylaxie doit rester le même, à savoir prévenir le saignement de la manière la plus efficace possible par rapport au coût. Il est donc très important de personnaliser au mieux la prise en charge de l'hémostase, quelles que soient les doses initiales dans un système de santé donné. Compte tenu de la disponibilité des produits actuels pour l'hémostase, la possibilité d'une prise en charge réunie de l'hémostase dans l'hémophilie a significativement augmenté au cours de ces dernières années. Nous sommes passés d'une cible de 1% à une proportion beaucoup plus élevée de 3 à 15%, voire plus, selon le produit utilisé. Les personnes atteintes d'hémophilie devraient pouvoir vivre et vivent effectivement leur vie avec une marge de liberté d'action professionnelle et de loisirs bien plus large que par le passé. Une conséquence indésirable de l'utilisation de concentrés de facteurs de coagulation qu'il a fallu accepter est l'incidence d'inhibiteurs ou d'anticorps neutralisants contre le facteur particulier à la suite de l'exposition au traitement de substitution. Ce phénomène est observé chez environ 20 à 30% des personnes atteintes d'hémophilie A et 3 à 5% des personnes atteintes d'hémophilie B. Et des données plus récentes montrent que, dans le cas de l'hémophilie B, ce pourcentage pourrait être encore plus élevé.
Il est donc très important de surveiller l'incidence des inhibiteurs au cours des 50 à 75 premières expositions, car presque tous les inhibiteurs se développent au cours de cette période. Le traitement de cette complication, très grave, est basé sur deux piliers principaux. La prise en charge de l'hémostase avec des agents de dérivation comme par le passé, et maintenant beaucoup plus efficacement avec l'hémicizumab, un mimétique du facteur 8, et le concept d'éradication des inhibiteurs à travers l'induction de la tolérance immune, ce qui implique l'administration répétée de fortes doses de concentré de facteurs de coagulation pendant plusieurs mois, une approche thérapeutique très exigeante et coûteuse. La prise en charge appropriée des complications musculo-squelettiques souvent inévitables lorsque la prise en charge de l'hémostase n'est pas précoce et adéquate constitue le prochain principe décrit. Cette section comprend une gamme de complications allant de la synovite aux fractures et aux pseudo-tumeurs, ce qui souligne également la nécessité d'une équipe de spécialistes du système musculo-squelettique pour prendre en charge efficacement ces complications. Il s'agit notamment de spécialistes de la médecine physique, d'orthopédistes, d'ergothérapeutes selon les besoins. Avec les progrès de l'hémostase, on peut espérer que cet aspect du traitement de l'hémophilie connaîtra des changements transformationnels à l'avenir avec une réduction marquée de ces complications. Grâce au progrès des soins hémostatiques, les personnes atteintes d'hémophilie vivent plus longtemps et ont une espérance de vie similaire à celle de la population générale. Par conséquent, elles sont sujettes à des comorbidités liées au mode de vie et au vieillissement, notamment les maladies cardiovasculaires. La prise en charge de ces problèmes constitue le sujet de la section suivante, concernant les principes de soins. Elle aborde également la prise en charge des porteurs, dont certains peuvent présenter des symptômes sévères selon le niveau de facteurs qu'ils possèdent. Cette section présente les grands principes de la prise en charge des personnes atteintes d'hémophilie, du plus jeune âge au plus âgé. Bien entendu, il faut savoir qu'il y a des variations importantes dans le monde en fonction du système de santé et des attentes de la société concernant cet aspect de la prise en charge. Le dernier principe concerne l'évaluation des résultats, un aspect de la prise en charge de l'hémophilie relativement négligé dans la bibliographie jusqu'à il y a environ 15 ans. Deux éléments importants ont été abordés. Le taux de saignement dans les articulations ou dans d'autres sites reflétant l'efficacité hémostatique et les aspects liés à la fonction musculo-squelettique. L'identification des saignements dans les articulations peut s'avérer particulièrement difficile car leur expression clinique est très variable, ce qui fait qu'il est assez difficile de reconnaître et de signaler ces épisodes avec précision, non seulement pour les patients ou les membres de leur famille, mais aussi pour les professionnels de la santé. Les données devraient être quantifiées sous forme de taux de saignement annuel ou annualisé. Ce n'est qu'en 2014 que le sous-comité des facteurs 8 et 9 du Comité scientifique de normalisation de la Société internationale de thrombose et d'hémostase a essayé de fournir une définition du saignement articulaire afin d'apporter une certaine normalisation de son identification, étant donné que non seulement il représente un événement central considéré à ce jour comme le meilleur indicateur du résultat à long terme, mais aussi qu'il s'agit d'un paramètre avec lequel l'efficacité des nouveaux produits thérapeutiques est mesurée. Le deuxième aspect de l'évaluation des résultats est la fonction musculo-squelettique globale, qui est désormais considérée dans le cadre général de la classification internationale du fonctionnement de l'OMS et illustrée dans ce graphique.
Une discussion détaillée dépasse le cadre de cette présentation, mais il faut souligner que les résultats dans des affections telles que l'hémophilie dépendent de la maladie elle-même, d'autres facteurs personnels et de l'environnement dans lequel la personne évolue, y compris la thérapie reçue et d'autres interventions comme indiqué dans les cases bleues. Ils doivent être évalués dans 3 domaines, comme indiqué dans les cases vertes. La structure et la fonction corporelle, qui, dans ce cas, ont essentiellement un rapport aux articulations et aux muscles, les activités que la personne est capable d'effectuer par elle-même et sa participation à la société dans le cadre d'interactions plus complexes avec la communauté qui sont indiquées en vert. Au cours des 2 dernières décennies, plusieurs outils clinométriques validés ont été développés pour aider à documenter ces résultats de manière scientifique à travers l'évaluation clinique et radiologique et la mesure des activités et de la participation sociale. Cependant, ces outils peuvent demander beaucoup d'efforts et restent donc difficiles à mettre en œuvre dans la pratique. Ils sont extrêmement importants, non seulement pour optimiser la prise en charge clinique, mais aussi pour le plaidoyer en faveur d'un meilleur traitement, et par conséquent, ils devraient recevoir toute l'attention qu'ils méritent. J'aimerais conclure cette présentation en signalant que la section concernant les principes de soins qui aborde les lignes directrices thérapeutiques donne un aperçu de l'organisation et de la prestation des soins aux personnes atteintes d'hémophilie, ainsi que des principes qui devraient contribuer à fixer les objectifs de toute intervention. Il existe des présentations détaillées sur chacune des sections de ces lignes directrices qui fourniront un contexte plus spécifique pour ces interventions. J'ai maintenant l'agréable tâche de remercier toutes les personnes qui ont rendu ce document possible. À gauche, vous trouverez certains des professionnels de la santé les plus connus dans ce domaine, originaires du monde entier, et à droite, quelques personnes atteintes d'hémophilie ou des soignants de patients hémophiles qui sont très bien informés et proviennent également de différentes régions du monde. De nombreux professionnels ont également travaillé sur différents aspects du projet sous la direction de Donna Coffin de la FMH et de l'experte en méthode Sandra Zellman-Lewis, ainsi que beaucoup d'autres personnes, comme vous pouvez le voir sur cette longue liste, qui ont toutes contribué de manière significative à faire de ces lignes directrices un consensus fondé sur des données probantes pour la prise en charge de l'hémophilie. Enfin, je tiens également à remercier la Hemophilia Alliance pour son soutien dans l'élaboration de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.